Vous écoutez À la Une, le podcast qui vous fait décrocher la une des médias avec l'agence Prestance. Dans chaque épisode à la une, retrouvez un journaliste qui vous livre sans filtre les coulisses sur son métier, ses attentes, ses irritants, mais aussi tous les conseils pour les communicants et porte-parole. Je suis Léa Doucet, consultante en communication, médias et influence chez Prestance, agence spécialisée dans les relations presse. Impossible d'être passé à côté en cette rentrée 2025. Le mercato des chaînes sur la TNT a eu lieu et on a assisté notamment à la naissance de Novo. Alors Novo, c'est la chaîne du groupe Ouest France. Donc en quelques chiffres, Ouest France, c'est plus de 2 millions de lecteurs par jour. Le site internet Ouest France rassemble au moins 26 millions de visiteurs par mois. C'est clairement le média numéro 1 de la PQR, la presse quotidienne régionale. Novo, c'est donc la naissance d'une nouvelle chaîne nationale par un groupe régional historique. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, Édouard Reis-Carona. Vous êtes directeur audiovisuel au groupe Ouest France. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Édouard Escarona, je suis journaliste à Ouest France depuis une trentaine d'années. J'ai d'abord été grand reporter, notamment au sport, et puis après j'ai intégré l'encadrement de ce journal, d'abord comme chef de rédaction, puis comme directeur départemental. Après, je suis arrivé à la rédaction en chef où je me suis pendant pas mal d'années occupé de toute la partie numérique du journal. Vous l'avez évoqué, notamment le site, la plateforme Internet qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années, qui est devenue effectivement une des 3 plus grandes plateformes d'information générale de France. Dans le mois qui vient de se terminer, on était même premier en nombre de pages vues. Donc c'est effectivement une grande transformation qu'a vécu ce journal ces dernières années avec on en parlera, mais un média traditionnel parti du print, qui est aujourd'hui devenu un média beaucoup plus global. Et donc là, après avoir été rédacteur en chef central de Ouest France, je suis donc depuis 1 an et demi directeur du pôle audiovisuel pour justement accélérer sur tous nos projets images et sons. Et la télé que vous avez évoquée fait partie de toute cette stratégie. Merci Édouard. Et justement, pourquoi en fait Ouest France a décidé d'aller sur une chaîne nationale ? Déjà, faut rappeler un peu le contexte. C'est que quand on a candidaté, il y avait une opportunité rare dans un contexte de transformation de nos modèles, puisqu'on est, comme je vous le disais, historiquement issu d'un journal papier qui s'est beaucoup diversifié, qui a aujourd'hui un site internet puissant et qui traite l'information en temps réel et qui a pu, vous l'avez dit aussi en introduction, historiquement, on était classé dans les PQR, la presse quotidienne régionale, mais par le biais du numérique, ça fait bien longtemps qu'Ouest France est sorti de sa zone. Et aujourd'hui, sur notre plateforme numérique, 70 à 75% de l'audience est hors zone historique de Ouest France. La zone historique de Ouest France, je le rappelle, c'est 3 régions, c'est Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, avec un peu aussi même beaucoup de lecteurs à Paris, puisqu'on a toujours eu une rédaction à Paris. Mais on a effectivement été très longtemps le journal leader en print, et on l'est toujours, avec plus de 500 000 numéros chaque jour qui sont vendus. Mais on a effectivement collé aux usages qui ont évolué tout au long de ces dernières années. On est devenu donc bimédia, puis plurimédia, puisqu'on a été producteur de vidéos, d'audio depuis déjà pas mal d'années. Et donc notre volonté, elle était de profiter de l'opportunité qui était l'appel à candidature de l'Arcom sur le renouvellement des fréquences de TNT nationale. On a beaucoup itéré avec le pôle audiovisuel qu'on venait de créer pour savoir comment on pouvait accélérer sur une dimension importante qui est en train de prendre énormément d'importance, notamment dans les parts publicitaires, mais aussi dans la consommation de l'information auprès de nos lecteurs et des jeunes publics. On voit bien que l'image est incontournable, le son également. Donc on a compris, comme on l'avait fait pour le print et le numérique, que pour avoir un projet vidéo fort, il fallait qu'on ait une épine dorsale forte, et l'épine dorsale forte est encore à ce stade une antenne et une chaîne linéaire, et que là on le voit bien depuis qu'on a lancé la chaîne, c'est il y a simplement quelques jours, on a des retours et des répercussions qui sont juste décuplés par rapport à tout ce qu'on a pu entreprendre ces dernières années, c'est-à-dire que la caisse de résonance télévision reste très 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 largement au-dessus de tout ce qu'on connaît en termes de presse. Super. Et en termes de ligne éditoriale, comment se positionne Novo ?
Alors déjà, nous, il faut savoir, et c'est un petit peu la particularité de notre groupe de presse, c'est qu'on est un groupe de presse totalement indépendant, puisqu'on est propriété d'une association de loi 1901, qui est la SPDH, qui est une association dont le but est de garantir que la mission et les valeurs d'origine soient toujours au cœur du projet éditorial. Donc notre volonté, elle est effectivement de servir les publics en termes d'informations de qualité, une information sourcée, vérifiée, et que finalement on n'a pas d'actionnaire pour nous imposer soit une ligne éditoriale politique, soit une ligne économique qui ne conviendrait pas à une rédaction de plus de 780 journalistes. Donc notre priorité, c'est de servir nos publics, de les servir encore une fois avec une information indépendante, et que du coup, ça nous oblige aussi à devoir nous auto-financer presque, puisque les revenus de l'information du journal et de toutes les filiales est réinvesti dans l'outil de production qui est l'information. Donc encore une fois, nous, on a vraiment vu l'opportunité de compléter notre offre média existante, c'est-à-dire qu'il nous manquait cette strate télévision pour continuer à être leader et continuer à nous développer, continuer à toucher de plus en plus de public. La force de la TNT, c'est d'aller chez les gens, d'être encore une fois gratuite et de pouvoir servir des publics qui ne nous connaissaient pas forcément, qui habitaient Marseille, Bordeaux, je ne sais où, qui n'avaient pas accès à Ouest France autrement que par une distribution numérique via Google ou via les réseaux sociaux. Mais là, typiquement, clairement, maintenant, ils ont un canal où le savoir-faire éditorial de Ouest France leur est servi, avec, là encore, une volonté d'élargir nos publics, de faire en sorte que la marque rayonne, et surtout, in fine, d'être collé à l'ADN et aux valeurs de ce titre, d'être un média qui amène une information apaisée, une information pluraliste, et surtout dénoué de toute influence ou de toute obligation vis-à-vis d'actionnaires qui nous demanderaient de faire ci ou ça. Quels seraient les sujets, en fait, quels sont les sujets qui intéressent particulièrement la chaîne ? La chaîne, on a déjà axé notre candidature sur des choses que nous, on estimait ne pas être assez servies en télévision. Il manquait sans doute une part de cette information des territoires par rapport à l'offre globale qui est quand même très tournée autour de ce qui se passe à Paris ou de ce qui se décide à Paris. Donc encore une fois, nous, notre ligne éditoriale, elle est venue s'adosser à ce qu'on est historiquement, c'est-à-dire un média de proximité, un média très ancré dans les territoires, là où on a des rédactions, dans l'Ouest, et aussi une volonté, à travers notre journal papier, notre site internet, de faire vivre aussi des articles ou des reportages autour de la vie des gens, la préoccupation des gens, ce qui fait leur quotidien. Et donc on avait l'impression que dans cet environnement télévisuel, il manquait sans doute une chaîne qui traite de sujets qu'on entend peut-être un peu moins par ailleurs. Alors, ça va se mettre en place progressivement. C'est pas forcément encore au tout lancement de la chaîne qu'on a complètement l'empreinte globale, mais notre volonté, c'est celle-là. On avait aussi une autre envie, c'est que on avait envie de se dire, dans le nombre de chaînes existantes, il y en a peu dont le siège est à Paris. Il y en a même, à part peut-être Arte, il n'y en a pas. Et nous, on pense qu'une chaîne nationale dont le siège est ailleurs qu'à Paris, c'était une forme de modernité et de nouveauté, et qu'aujourd'hui c'est le cas, puisque le siège de cette chaîne est à Rennes, le studio de son JT est à Rennes, et même si on fait des choses à Paris, notamment le talk, il y a aussi une vie ailleurs qu'à Paris, et que c'était pas mal que dans le paysage audiovisuel français, on ait une chaîne ancrée et dans les territoires, et qui ait envie de parler justement de cette actualité qui fait le quotidien des gens, de voir des visages qu'on voit peut-être moins que sur d'autres chaînes, d'être finalement plus proche d'un public qui a parfois l'impression qu'il y a la province et il y a la capitale. Donc encore une fois, c'est pas pour donner des leçons, c'est juste pour compléter une offre existante qui nous paraissait déjà importante, parce qu'il y a des grands groupes d'audiovisuel et de télévision, mais nous on pensait qu'avec notre singularité, on pouvait apporter quelque chose de différent, et c'est sans doute ce qui a convaincu les gens de l'Arcom en se disant, et si on tentait quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on voit déjà en télévision. Donc on avait cette volonté de valoriser les territoires, valoriser l'ancrage régional, qui est encore une fois l'ADN de notre média, et d'être finalement un média le plus large possible, mais accessible pour toucher ceux qui sont souvent en télévision, mais sur une télévision assez classique, et encore une fois, le modèle de la télévision est assez classique, mais nous, notre
notre modèle, il aborde aussi l'image par le numérique. Et même si la TNT est importante, on sait très bien que notre succès se fera aussi par la capacité à accéder à des publics qui consomment le linéaire ou les programmes de télévision en replay et en streaming. Alors en fait, il y a plusieurs choses là dans ce que vous venez de dire sur lesquelles je ne peux que vous rejoindre, hein. Tout d'abord, l'ancrage territorial. C'est vrai que chez Prestance, on est spécialisé dans la presse régionale. Donc on est vraiment au cœur de tout ce qui se passe sur les territoires. Et ce que vous disiez aussi, que Ouest France et que Novo, souhaite faire vivre les reportages aussi qui peut y avoir sur Ouest France, aussi bien print que web. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, hein. Pour l'instant, le linéaire, le broadcast est un métier à part entière. Effectivement, on veut profiter aussi de la chaîne de télévision pour faire remonter la chaîne de valeur de nos productions à Ouest France. Donc aujourd'hui, la chaîne de télévision est une équipe dédiée, c'est une filiale. On a doté cette chaîne d'experts et de personnes qui étaient complètement compétents en matière de télévision, parce qu'encore une fois, la télévision et la vidéo, ce sont deux métiers différents. Bien Donc sûr. aujourd'hui, ce sont aussi des systèmes d'achat, de programmes, de coproduction, de production exécutive qui travaillent pour la chaîne. Donc le but est vraiment que la chaîne soit la plus autonome possible et dans le même temps qu'on profite de la chaîne dans l'écosystème image de Ouest France pour renforcer la qualité des productions de Ouest France. Et si dans quelques mois ou quelques années, on est mature pour amener de la production vers la chaîne, on le fera, mais vraiment... C'est vraiment, nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec le print et le numérique, c'est qu'on n'oppose pas les deux. On pense que pour être fort en digital, il faut qu'on soit fort en linéaire et que le linéaire aura besoin du digital pour consolider ses audiences, puisqu'aujourd'hui, la consommation, comme je le disais, se fait beaucoup aussi par le replay et le numérique. Et qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est réussir un maillage fort entre tous ces écosystèmes pour que tous les publics soient servis. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à la télévision et grâce à la montée en puissance de la partie audiovisuelle à Ouest France, on ait une qualité de production qui se renforce et qu'on soit capable d'adresser les publics sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube ou autres, avec les codes et les usages de ces plateformes et que dans le même temps, on soit capable d'aller en bout de la chaîne jusqu'au linéaire et jusqu'au broadcast en télévision. Donc c'est vraiment être complètement couvrant sur l'image qui fait l'essence et le cœur de notre projet. On n'a pas souhaité créer une chaîne de télévision pour avoir une filiale de plus. Cette filiale va apporter à l'ensemble de l'écosystème image, mais elle vit finalement avec les codes et les usages de la télévision, puisque faire de la télévision, c'est un métier, et c'est pas le même que faire de la vidéo sur un site internet. Complètement, et vous avez raison de le rappeler. Concrètement, pour nous les communicants, quand on propose des sujets à Ouest France, forcément on va l'imaginer en fonction de la ligne éditoriale du papier print. On peut aussi proposer bien sûr des rushs vidéo qui peuvent servir aussi sur la plateforme du site internet. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des sujets qui puissent aussi intéresser la rédaction de Novo? Est-ce que vous communiquez entre eux ou c'est vraiment une rédaction qui est indépendante du groupe? Alors il y a une rédaction effectivement qui a été mise en place à Novo, déjà parce que sur le plan statutaire, il doit avoir une indépendance entre les différentes structures, hein, c'est dans le cahier des charges de l'Arcom. Donc la chaîne Novo a des effectifs, a une rédaction, mais il est évident que la rédaction elle est à quelques mètres de celle de Ouest France et que la directrice de la rédaction de Novo, elle est aux conférences de rédaction de Ouest France, quand il y a Bayrou qui démissionne ou que le Cornu est nommé Premier ministre, tous ces gens-là se parlent. Et après, ils ont tissé eux-mêmes leur réseau de correspondants en France, qui sont des correspondants plutôt JRI que écrits, qui vont finalement remonter les sujets jusqu'au JT. Donc en gros, effectivement, c'est comme si on avait une deuxième rédaction en proximité de la rédaction mère, mais on se parle sur les sujets, on se parle sur la façon d'appréhender les sujets, mais chacun est responsable de la production de ses contenus. Et ce n'est pas les journalistes de Ouest France qui travaillent Bien sûr, oui. pour des reportages pour le JT. C'est vraiment le JT qui est complètement autonome dans ses choix et dans sa hiérarchisation. En plus, on a, encore une fois, candidaté non pas une chaîne d'information, mais une chaîne généraliste. Donc la chaîne Novo 19, elle est composée d'un JT quotidien, mais elle est aussi composée d'un talk show produit par Together et Brut à Paris, entre les mains de Renaud Levantim. Bien sûr, les gens du talk discutent avec les gens de la chaîne sur
les contenus, mais aussi sur l'évolution et les aménagements possibles de ce talk. Mais c'est une production, encore une fois, exécutive. Et à côté, vous avez des programmes aussi de flux qui sont commandés, ou du documentaire, ou de la fiction, ou du cinéma. Et ça constitue ce qu'on appelle une chaîne généraliste, avec tous les genres de la chaîne généraliste. Donc, contrairement à BFM ou à CNews ou à France Info, qui sont des chaînes d'infos, qui rebondissent à l'information, là, c'est pas le cas. S'il y a une information qui se passe à 13h, l'antenne va pas changer, on va le traiter au journal de 18h10, mais on va pas faire une émission spéciale à 13h sur l'information en question. C'est pas le hard news ne fait pas partie du modèle et de la promesse. La promesse, c'est vraiment une chaîne généraliste, divertissante, dont le but est, encore une fois, d'amener une information apaisée et qui permet de découvrir des choses, d'apprendre des choses, de se divertir, de comprendre aussi des sujets par le reportage, par le documentaire, par le magazine. Mais c'est vraiment pensé comme une chaîne généraliste et pas comme un flux d'infos en continu. Pour les communicants qui nous écoutent, est-ce que vous auriez des petits tips, entre guillemets, des choses à nous conseiller qui peuvent attirer la rédaction sur des sujets en particulier, des thématiques? L'équipe notamment de la chaîne et du JT l'ont dit lors de la conférence de presse de rentrée, c'est que ce qui va intéresser les équipes de la chaîne, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est une dimension de solution, une dimension d'exemples positifs, une dimension aussi de choses qui marchent bien à l'échelle locale, qui pourraient être vertueux de faire découvrir à des publics qui ne connaissent pas forcément ce qui s'est passé dans l'Ariège ou je ne sais où. Donc en gros, c'est d'avoir vraiment une faculté à amener des sujets plutôt, quand c'est possible, positifs, et qui donnent l'impression qu'il y a des choses aussi qui vont bien dans ce grand tout qui va mal, et que voilà, cette télévision, elle sert aussi à amener quelque chose qui partagerait des valeurs, qui serait déjà très incarné avec des gens sur les territoires à qui on donnerait la parole. Donc voilà, on veut cet ancrage dans le réel, cette vie quotidienne, éviter le sensationnalisme et parfois être complètement décorrélé de l'actu ambiante. C'est-à-dire que quand tout le monde est sur le même sujet, c'est difficile d'être différenciant et d'être finalement singulier. Nous, ce qu'on veut, c'est ramener des choses qui sont de l'ordre de ce qui fait la vie des gens, ce qui fait débat en proximité, et pas simplement être dans la tendance pour pouvoir aller chercher de l'audience facile. Donc pour les communicants, le JT est effectivement un endroit où on va essayer d'être dans les équipes de la chaîne, travailler sur le reportage, sur la rencontre avec des maires qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer dans des médias nationaux, sauf quand il y a un double meurtre dans leur commune. Donc d'aller sur des choses qui soient un peu plus inattendues. Et sur la partie talk, c'est pareil. Si vous avez eu l'occasion de le regarder, vous apercevrez que sur la première partie et la deuxième partie, il y a aussi des gens qui viennent témoigner sur des sujets du quotidien, que ce soit la parentalité, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Et encore une fois, les équipes de la chaîne recevront aussi les propositions bien pitchées des gens, des communicants que vous accompagnez, et qu'ils pourront faire leurs choix éditoriaux en fonction de toutes les propositions. Après, encore une fois, contrairement à un journal en proximité par rapport à un site internet, c'est pas le lieu d'annoncer les événements. C'est-à-dire qu'on va pas faire un agenda des événements partout en France toutes les fins de semaine. Ça serait très compliqué à mettre en place. Mais d'un autre côté, la chaîne envisage aussi d'être au plus près de ce qui se passe dans les territoires. Récemment, on était à la Grande Braderie de Lille. Il y aura, des choses autour des festivals. Donc voilà, c'est tout ce qui fait la vie des territoires, la vie des gens. Mais encore une fois, ça peut aller dans la dimension économique quand il y a de l'innovation, ça peut aller dans les questions de santé. Tout ça, et encore une fois, c'est d'arriver à retenir l'attention de la rédaction en essayant d'enlever tous les irritants des journalistes audiovisuels qui sont extrêmement sollicités et qui ont, là on le voit, parce que nous, à Ouest France, on est une grosse caisse de résonance, on a énormément de public, d'abonnés, et du coup, on reçoit beaucoup de courriers de gens qui nous disent tiens, j'ai une fête à tel endroit, est-ce que ça pourrait être annoncé sur Nouveau 19, etc. Mais encore une fois, autant un journal de PQR est un journal de proximité, on doit donner cette information aux gens. Une chaîne de télévision nationale, elle est plutôt sur des sujets nationaux, et donc du coup, le niveau d'intervention des sujets doit intéresser au plus grand nombre. Donc là, aller dans l'information service en proximité,
c'est plus complexe. Donc c'est pour ça, c'est un enjeu pour les communicants et aussi de bien comprendre ce qu'est une chaîne généraliste, de bien comprendre que quand vous vous adressez à BFM, à la rédaction, c'est pas pareil qu'à RMC Découverte, c'est pas la même façon de construire la grille, qu'une grille de télévision, ça change pas du matin pour le lendemain, c'est-à-dire que c'est des grilles qui sont posées sur plusieurs semaines, avec des évolutions en fonction des programmes ou des évolutions à la marge. Donc il ne faut pas s'attendre aussi à ce que les équipes soient dans l'attente des communiqués de presse pour faire leur grille, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme ça qu'on entend. Après, encore une fois, dans les sujets de la vie quotidienne, dans les sujets économiques, dans les sujets concernant, des fois, il y a des besoins d'avoir appel à des dirigeants, des encadrants, des chefs d'entreprise qui ont réussi des choses et qu'on le voit déjà dans le JT. Ces gens-là, on les voit aussi à l'antenne. Et il y a des duplex, etc., etc. Et c'est là-dessus que ça pourrait être intéressant pour les communicants de comprendre que c'est aussi une antenne qui va être au plus près des territoires. Donc pour tous ces gens qui travaillent sur ces entreprises-là, de comprendre que voilà, il faut être très sélectif sur la manière de faire appel à la chaîne. Mais après, encore une fois, c'est une chaîne, on s'est engagé pour 10 ans minimum. Donc tout ne va pas se construire en 2 semaines. Nous, ce qu'on veut, c'est que demain, on soit un acteur référent sur le plan de l'image et du son. Donc c'est pour ça que les communicants dont vous parliez, c'est peut-être pas que la chaîne à laquelle il faut s'adresser, c'est aussi Ouest France, bien sûr, en tant que marque nationale, en tant que média leader, puisqu'aujourd'hui on est leader sur le print, on est on est seul groupe de presse traditionnel, si je mets dedans Le Figaro, Le Monde et quelques autres, avoir une chaîne de télé nationale et un journal papier de cette puissance, donc plus un site internet de cette puissance. Donc on est finalement un média 360 assez unique dans son modèle. Donc finalement, ça fait de nous un média qui peut aller traiter toute l'information et toutes les informations des territoires dans toutes les différentes strates de ses rédactions et de ses produits. Parce qu'on a aussi du magazine, on a des livres, on a des radios, on a des télés locales dans lesquelles on a des parts. Donc voilà, tout ça doit donner la sensation à tous les gens partout sur le territoire que Ouest France, même si dans le nom c'est écrit Ouest France, c'est pas que l'ouest de la France, c'est l'ensemble des territoires qui est adressé par nos différentes plateformes. Merci Edouard. Et tout à l'heure, donc, vous expliquiez que voilà, il y a une synergie quand même avec toutes les rédactions. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'attachés de presse, et ce qu'on conseille aussi à nos clients, c'est que quand on vous propose un sujet, pour qu'il soit le plus optimal possible, idéalement, il faut vraiment l'envisager comme une future production audiovisuelle, même si après elle n'est pas forcément reprise sur la plateforme ou sur la chaîne, mais vraiment pour optimiser au maximum. Voilà, qu'on ait réfléchi en amont, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer, pas juste un nouveau bâtiment, etc. Qu'est-ce que concrètement on peut proposer comme reportage, le fil conducteur, les intervenants, etc. Ce qui est sûr, c'est ce que vous avez dit et qui est très important, c'est que plus vous remontez très tôt la chaîne de valeur et plus vous avez des chances d'être éligible. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le voit bien, il y a énormément de sollicitations. Les réseaux sociaux sont devenus des vrais concurrents aussi pour les médias, même si on s'en sert et on travaille avec eux. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a une stratégie et une audience suffisamment forte sur YouTube n'a pas besoin des médias pour se faire connaître ou pour avoir finalement de l'audience. C'est ce qu'on voit avec les créateurs de contenu sur les plateformes sociales. Donc ces concurrences-là, elles ont instauré un lien direct entre le créateur de contenu et les publics. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, enfin, s'ils ne savent pas, s'ils le savent, mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que tout ça a été algorithmé. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quand même, entre le producteur de contenu et la personne qui reçoit ce contenu, il y a une préconisation qui va arriver d'un algorithme, que ce soit chez YouTube, chez Facebook ou autre, qui va finalement vous servir ce qui va avoir de la valeur en termes d'engagement ou de publicité pour la plateforme. Alors que nous, on est un média dont la hiérarchisation se fait par l'éditorial et par la rédaction. Et donc, il va aller chercher finalement l'intérêt de contenu avant d'aller chercher sa rentabilité ou son reach. Donc, du coup, ce côté distribution, il est important pour aller toucher les publics, notamment les plus jeunes, en s'appuyant sur les médias sociaux. Mais nous, on veut aussi que nos plateformes soient puissantes dans la relation avec nos lecteurs, nos éditeurs et les gens qui consomment ces vidéos. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux pour que la marque elle soit visible des plus jeunes notamment, qu'ils
puissent s'acculturer à ces contenus. Mais on sait pertinemment aussi que nos revenus et notre force, elle sera toujours dans la relation directe qu'on pourra avoir avec nos publics via nos publications. Je crois que la communication aussi et la relation entre les communicants et les rédactions va changer parce qu'elle va être de plus en plus multimédia également. Et on le voit d'ailleurs dans les annonceurs qui réclament de plus en plus, pour certains, du brand content, pour d'autres, du contenu, du positionnement de marque. Pour d'autres, ça va être d'avoir finalement de l'expertise à afficher, parce que l'expertise, ça rapporte aussi. Donc, être capable de positionner un expert sur un débat, d'avoir aussi une capacité à faire connaître la marque autrement que par simplement la publicité. Et dans le même temps, les annonceurs nous disent aller de plus en plus vers les modèles et le niveau d'une production broadcast, c'est-à-dire proche de ce qui se voit en télévision et moins en numérique, parce que les marques préféreront toujours être devant du contenu de qualité engageant, plutôt long, que d'être devant du quick and dirty, c'est-à-dire quelque chose qu'on consomme et qu'on jette aussitôt, c'est-à-dire qu'on scrolle et que finalement la pub, on n'y fait pas attention. Donc plus votre contenu est engageant et de qualité, et plus l'annonceur sera content d'être avant ce contenu-là. Et il y a aussi l'incarnation, j'imagine, qui est très importante. Ce qu'on conseille toujours, nous, à nos clients, on n'est pas là pour faire de la promotion. Il faut vraiment incarner aussi bien le message. Tout à l'heure, vous parlez des initiatives positives, innovantes, même l'expertise. Voilà, je pense que l'incarnation, c'est aussi quelque chose qui doit être une valeur ajoutée auprès des rédactions et pas simplement de la promotion pure. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit aussi dans les évolutions de nos rédactions, c'est qu'effectivement, pendant très longtemps, nos journalistes, nous, on est historiquement, encore une fois, un groupe de presse écrite, et plutôt tendance à être derrière notre signature, mais pas finalement mis en avant, même si ça pouvait arriver à des journalistes d'être dans des débats télé, mais c'était pas naturel de se retrouver devant une caméra. Aujourd'hui, un journaliste, dans sa journée, il peut très bien être amené à écrire un article le matin, à tourner une vidéo l'après-midi, et à participer à un débat en télé sur notre chaîne ou sur une autre le soir. Donc ce qui veut dire que effectivement, le rapport à sa propre image, il a beaucoup changé ces dernières années. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, effectivement, de porter un message, de porter une expertise. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Notre boulot, nous, d'encadrant et de direction, c'est de faire en sorte de former les gens à la prise de parole, de faire en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible pour pouvoir, encore une fois, montrer quelque chose qui est important à l'heure de l'IA, c'est qu'il y a des humains derrière une information et derrière la fabrication de l'information, c'est-à-dire il n'y a pas des machines, c'est aussi des gens qui écrivent les papiers, et du coup d'entendre et de voir les gens qui sont au cœur du dispositif, ça rassure quelque part les internautes. Après, il y a aussi le modèle de la création vidéo qui a changé ces dernières années, notamment encore une fois avec l'apport des réseaux sociaux, où là, le rapport à l'image et à sa propre image, il est devenu central. C'est-à-dire que parfois, les créateurs de contenu sont plus importants que le message qu'ils portent. Donc en gros, je suis là pour la personne, mais finalement, ce qu'elle me raconte m'intéresse moins que ce qu'il est. Nous, Exactement. On a toujours un objectif qui est de mettre le contenu et le message au cœur de notre mission, et que finalement, la parole et l'incarnation, elle est la conséquence du contenu éditorial. Et que finalement, si elle n'apporte rien, et que la voix off ou le sous-titre peut suffire, on ne va pas obliger quelqu'un à mettre sa trombine uniquement pour avoir sa trombine. Donc l'incarnation, elle est vertueuse quand elle n'est pas galvaudée. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui sépare un média d'un réseau social. C'est justement cette capacité à ne pas vouloir faire du tout incarné, ou de vouloir faire du tout image. Non, il faut s'adapter. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de gens, de journalistes notamment en rédaction, qui n'étaient pas très à l'aise avec le fait d'aller devant la caméra, commencent un peu à se décrisper, parce qu'ils ont compris que finalement ça renforçait le contenu éditorial et que ce n'était pas au détriment du travail journalistique qui a été fait. Après, il y a des gens qui ne le feront toujours pas. C'est pareil pour la partie entreprise. Un chef d'entreprise qui veut se mettre devant une caméra et qui est catastrophique devant une caméra, il ne faut pas qu'il se mette devant une caméra, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, c'est aussi le rôle des communicants de bien conseiller. Exactement. Quoi. Et c'est pour ça en tout cas, nous, on n'envoie jamais les porte-paroles face à des interviews, face à des journalistes, sans être média traîné. Là, le média training, j'imagine que vous en avez entendu parler. Et puis encore une fois, c'est qu'est-ce que vous avez à dire ? Si vous faites une conférence de presse où vous n'avez rien à annoncer,
Bah, vous allez avoir des On est journalistes qui d'accord. vont venir, qui vont se faire piéger une fois, mais ils ne se feront pas piéger deux fois parce ils auront perdu du temps. C'est C'est la même chose avec un communiqué de contre-productif. presse. Quand vous recevez un communiqué de presse et que vous avez 80 lignes à lire et qu'à l'arrivée, vous dites, mais finalement, il n'y a rien dedans, bah, la prochaine fois que vous recevez ce même communiqué ou un autre communiqué de la même agence, bah, vous n'allez peut-être pas le lire. Donc en gros, il faut être percutant, faut qu'on soit effectivement en capacité d'accrocher l'intérêt dès les premières secondes. Et ben, c'est valable en communication et c'est valable aussi en journalisme. C'est-à-dire qu'en vidéo, si vous n'êtes pas capable d'accrocher dès les premières secondes, il y a de grandes chances que le taux de complétion de votre vidéo soit très faible et que la rétention du public. Nous, encore une fois, on est dans une atmosphère très, très consommatrice de contenu rapide. Et donc, du coup, si vous captez pas l'attention des gens en leur donnant l'envie d'aller plus loin que les simples premières secondes, ben, les gens ne font que scroller et ne font que regarder les quelques premières secondes. Et du coup, ça a peu de valeur éditoriale et ça a peu de valeur d'annonceurs aussi qui se retrouvent face à des contenus qui sont même pas marquants pour les gens. Et quand vous n'êtes pas marquant dans le contenu, vous pouvez pas être marquant dans l'annonce publicitaire avant. Donc il faut absolument être capable d'avoir des contenus qui sont engageants. C'est pour ça que nous, avec nos équipes, et notamment les équipes vidéo, on travaille presque plus sur le chiffre de ce que je disais tout à l'heure du taux de complétion. Combien de temps a été consommée la vidéo, jusqu'à quel moment ils sont allés en moyenne, pourquoi ils ont décroché, que de savoir qu'on a fait 10 000, 100 000, 20, 150 000 vues, parce que souvent, notamment sur un site internet, il y a beaucoup de vues qui sont des vues automatiques, qui se font en cœur d'article, avec des gens qui lisent un article et que la vidéo se déclenche elle-même, et on n'est même pas sûr qu'ils regardent la vidéo. Donc Ouais. encore une fois, nous, on est en train de rationaliser tout ça pour être davantage sur... c'est une expression qui n'a pas grand-chose à voir, mais on essaie de faire du moins et du mieux. On fait du bio. Donc, on veut des vidéos bio, des vidéos qui soient consommées, qui font du bien. C'est génial. Je rebondis sur une petite chose dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'IA. L'IA qui bouleverse beaucoup de métiers dans la communication, mais aussi dans le journalisme. Comment vous percevez les choses au sein d'une rédaction audiovisuelle, justement, par rapport à l'avènement de l'intelligence artificielle ? Alors nous déjà, on a abordé la question de l'IA à Ouest France comme on aborde toute évolution technologique, sans a priori négatif global, c'est-à-dire qu'on connaît les avantages et les inconvénients de toute techno. L'important, c'est d'abord de cadrer l'usage, donc c'est ce qu'on a fait en y mettant des notes et en organisant le recours à l'IA générative. Et maintenant, ce qu'on essaie de développer avec les équipes tech et les équipes IA à Ouest France, c'est d'amener des technologies qui vont nous aider à faire notre métier. Ce qu'on est sûr, c'est que l'IA, enfin, j'espère et je pense que c'est le cas, va renforcer la valeur journalistique et ne va pas la diluer. Pourquoi ? Parce qu'on le voit encore dans une étude récente de NewsGuard qui a montré que pratiquement une info sur deux de Perplexity, pour prendre celui-là, ou même de ChatGPT, bah, elle est fausse. Une sur deux. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça va s'améliorer, encore une fois, ça va progresser. Mais ce qui est sûr, c'est que tout n'est pas vrai à 100%, et il y a forcément une information qui devra être vérifiée, qui pourra venir de ces outils conversationnels. En même temps, il y a plein de technos qui vont venir nous aider pour gagner du temps sur des tâches parfois rébarbatives. Pour revenir à l'audiovisuel, typiquement, nous, on regarde ce qui pourrait nous aider au montage, pour voir si on ne pourrait pas gagner du temps dans la post-production, parce que la post-production, ça réclame du temps. Il y aura toujours besoin de gens pour travailler la post-production et des journalistes pour donner des BAT. Mais en revanche, d'aide à, je ne sais pas, vous avez une vidéo qui fait 40 minutes et puis vous voulez simplement les séquences qui concernent tel personnage, que le cut puisse se faire automatiquement par des outils d'intelligence artificielle. Ça, on y croit beaucoup. On croit beaucoup aussi à l'IA pour nous aider à vérifier des contenus qui circulent et qui seraient faux. Encore une fois, il y a énormément d'images qui vont être produites et qui sont déjà produites par de l'IA. Donc, on est tous en capacité de se faire piéger demain sur quelque chose qu'on croyait vrai et qui en fait était faux. Donc il va falloir se servir de l'IA pour lutter contre les dérives de l'IA. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est un peu la réalité aussi. Et ce qui est sûr, c'est que au lieu de nous inquiéter, ça nous renforce dans nos convictions que demain resteront que ceux qui auront investi énormément et énergiquement dans le journalisme, qui pourront demain surnager dans cet océan d'informations qui va tomber
à droite, à gauche. Notre vraie difficulté, elle va être sur les modèles économiques, c'est-à-dire que si demain on enlève 20 ou 30% de l'audience de Ouest France parce que Google aura décidé de servir sa propre IA plutôt que de servir les médias comme il fait aujourd'hui, puisqu'il s'appuie sur nos informations pour pouvoir avoir du volume chez lui, mais il nous renvoie aussi un peu de trafic. Bah, typiquement, nous, on aura besoin aussi de toujours garantir que les droits voisins soient respectés et que le producteur de l'information soit rémunéré pour ce travail-là. Donc si on veut garder 790 journalistes, et c'est ce que la direction martèle, on aura toujours besoin de journalistes pour faire une information de qualité, si ces journalistes-là peuvent être appuyés demain par des technologies qui vont les aider à gagner du temps sur la relecture, sur l'amélioration de certaines choses, sur la recherche documentaire, sur je sais pas, des choix de photos, etc. Si on peut avoir aussi des technos qui aident les documentalistes, il ne faut pas se priver parce qu'encore une fois, ça va tellement vite qu'il faut vraiment être dans le sens de l'histoire et pas être contre l'histoire, mais dans le même temps, garder là encore, comme on l'a fait avec notre ADN et nos valeurs, garder toujours une feuille de route claire et une feuille de mission qui ne soit pas galvaudée. Merci Edouard. Alors avant de terminer ce podcast, cet échange qui était vraiment très intéressant, si je devais résumer un peu tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui en 3 conseils pour les communicants et les dirigeants, les porte-paroles d'entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai retenu notamment les initiatives positives, les innovations aussi, l'ancrage territorial très fort sur la chaîne Novo, mais qui rejoint aussi les valeurs du groupe Ouest France de façon générale, l'importance d'être préparé avant toute interview, l'importance d'être percutant dans les sujets qu'on vous propose et optimal aussi pour pouvoir capter un peu tous les canaux Ouest France. Est-ce que vous auriez un conseil aussi que vous aimeriez nous partager ou un tips pour tous les communicants qui nous écoutent ? Alors, ce qui est sûr, et avec les équipes de Ouest France, on le vit déjà depuis pas mal de temps, c'est qu'il faut être en capacité de s'adapter. Et que si on reste sur des modèles fixes en se disant que je communique, je suis un professionnel de la communication, mais j'ai les modèles de 1990 et que je reste sur ces modèles-là, forcément, on est à contre-courant de ce qui se fait. Donc, il faut être très curieux des usages. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, encore une fois, dans la distribution de l'information, dans l'adaptation aussi de la scénarisation de l'information, c'est-à-dire que raconter une information sur une story verticale et raconter une information sur un article de DER de Ouest France, c'est 2 modes d'écriture, c'est 2 modes de narration et d'illustration, de l'apport du motion design, etc. Mais le cœur journalistique d'aller chercher l'histoire, de la vérifier, de la recroiser et d'avoir le témoignage, celui-là, il ne change pas en fait. C'est-à-dire que dans la captation, dans la sonde qu'on met dans la société, ça ne change pas. Ce qui change, encore une fois, c'est la mise en scène de toute cette information-là. Donc nous, on a eu de cesse, depuis plus de 10 ans maintenant, de faire en sorte que en fonction des évolutions de la consommation de l'information, on puisse proposer à nos lecteurs et à ceux qui ne nous connaissent pas encore une façon d'appréhender l'information à la sauce Ouest France, avec les valeurs Ouest France, dans le mode de narration et d'usage qui les intéresse eux. Donc si c'est de la vidéo, on leur sert de la vidéo, mais encore une fois, on peut des fois être assez disruptif. On a une chaîne pour les jeunes qui s'appelle Colloque sur YouTube. Elle fait plutôt un modèle de vidéo de chaîne YouTube avec une narration, une façon de s'exprimer qui est plutôt celle d'une génération. Et dans le même temps, on essaie de faire aussi évoluer notre journal papier vers quelque chose qui soit plus conforme à ce qu'on attend d'un journal papier aujourd'hui. Mais la hiérarchisation, le choix des sujets, les angles et tout, il reste à la main de la rédaction sur les fondamentaux journalistiques. Donc pour les communicants, moi je dirais que c'est exactement pareil. Il y a des communicants qui ont compris que la vidéo, elle est centrale aujourd'hui, qui ont compris que dans la communication, les réseaux sociaux sont un élément important. Mais encore une fois, et nous on le sait parce qu'on a un média très populaire dans le sens où on est très ancré dans les territoires, les médias sociaux ne touchent pas non plus l'ensemble de la population. Il y a des gens sur des zones reculées, même si aujourd'hui Facebook, les gens ont bien vieilli, YouTube aussi, mais
Mais il y a quand même plein de gens qui ne sont pas servis par ces médias sociaux. En plus, il y a beaucoup de bruit dessus. Il n'y a pas de hiérarchisation. C'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, algorithmé. Donc, finalement, on construit des bulles un peu étanches. Donc, du coup, finalement, heureusement qu'il reste les médias traditionnels pour finalement amener un peu d'équilibre, un peu même si on est très décrié, parce que c'est de bon ton de critiquer les médias, mais ce qui fait encore la vitalité et la bonne santé d'une démocratie, c'est d'être en capacité d'avoir des gens qui racontent l'information de manière professionnelle. Et encore une fois, le journalisme, c'est un métier, ça s'apprend, et c'est pas simplement un effet de mode. Donc, du coup, pour les communicants, pour revenir à votre question, moi, je crois beaucoup à la faculté à surprendre par la forme, mais aussi par le fond, c'est-à-dire que l'emailing qui nous tombe dessus, là, pendant que je vous parle, je vais rouvrir ma boîte mail après, je vais en avoir plein. J'imagine donc, bien. c'est comment faire le tri dans tout ça, comment être surpris. Ben, moi, je pense que parfois, il faut aussi prendre les bons tips des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui savent aller tout de suite toucher la cible avec une forme de modernité, alors qui plaît ou qui ne plaît pas, mais ils ont cette faculté à capter l'attention très rapidement. Et je pense que si un communicant a la faculté de capter l'attention, il aura tout de suite fait un grand bout du chemin qui est celui d'arriver à toucher les clients qui sont les médias ou le public à travers les médias. Donc, j'ai pas forcément de martingale. Ce que je constate, c'est que, et notamment dans le milieu audiovisuel, les sociétés de production sont relativement organisées pour beaucoup proposer, parce que ça fait partie de leur modèle aussi, parce que s'ils n'ont pas de diffuseurs, ils n'ont pas de modèle économique. Mais pour les communicants qui travaillent sur des boîtes, il faut vraiment être en capacité de leur amener une histoire, quoi. Racontez-nous des histoires. Si vous nous racontez des histoires et que vous arrivez à nous embarquer, je pense que une partie du chemin est faite, quoi. Alors, j'adore parce que, en fait, tout au long de cet échange, je constate qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, entre le métier de journaliste et le métier d'attaché de presse, parce qu'il y a notamment raconter des histoires. C'est vraiment ce qu'on conseille toujours à nos clients. Voilà, on va pas faire pour faire un communiqué. On va pas simplement communiquer si nous, on considère que ce n'est pas une histoire suffisamment intéressante pour les journalistes et donc pour les auditeurs, les lecteurs, etc. Donc, c'est aussi ça, peut-être le mot de la fin, c'est que nos métiers sont à la croisée et on travaille en binôme, en fait. Oui, et puis, enfin, c'est là encore un peu tarte à la crème, mais mettez de l'humain, quoi. Il faut mettre de l'humain dans la façon de raconter l'information, il faut mettre de l'humain dans la façon de communiquer. C'est-à-dire que si on amène quelque chose de froid, quelque chose de finalement très, très informatif, mais finalement racontons pas la genèse ou l'histoire. Nous, si on n'a pas la notion d'embarquer le lecteur, c'est de plus en plus difficile à vendre, parce que les gens ont de moins en moins de temps, en fait. Ils ont de moins en moins de temps pour lire, pour écouter, et donc du coup, ils ont besoin qu'on les fasse, alors pas forcément rêver, mais qu'on les interpelle, et pour interpeller, c'est le principe des séries, en fait. Moi, je constate souvent, et je dis souvent aux équipes quand on discute, ce qui fait la clé d'une série sur Netflix ou ailleurs, c'est la capacité à storyteller. Si vous avez la capacité à storyteller votre information, elle aura plus de chances d'être écoutée ou regardée ou lue que si vous faites quelque chose d'extrêmement basique. Et encore une fois, il faut être en capacité de raconter des histoires. Et nous, la force d'un média comme le nôtre, c'est cette notion de proximité et de rencontre avec les gens. Et nous, on est un passeur d'histoire, en fait. Et nous, les attachés presse, on vous met en avant les histoires pour que vous puissiez les passer. C'est un peu Oui, ça. des fois c'est de l'histoire, des fois c'est de l'histoire entrepreneuriale, des fois c'est de l'histoire des affaires, des fois c'est de l'histoire humaine, mais tout ça pour dire que si c'est simplement de parler d'un produit et de dire que le produit est formidable, il n'y a pas besoin de journaliste pour ça. En revanche, d'expliquer tout un process, comment est né un projet, comment est né un produit, comment est né une usine, enfin, je sais pas, mais voilà, et cette faculté à embarquer les gens à travers quelque chose qui en plus de m'apprendre quelque chose, me fait passer un bon moment, c'est gagné, quoi. Après, encore une fois, c'est une histoire de scénarisation, de format adéquat, de
capacité à faire des belles choses, parce que le beau, c'est sympa, quand on a des belles images, quand on a des belles interviews, etc. etc. Mais ce qui fait le cœur, encore une fois, du reportage ou de l'article qui marche, ou de la vidéo qui marche, c'est qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça m'a apporté en tant qu'humain, quoi. Est-ce que je me sens mieux après avoir vu ça, ou est-ce que finalement j'ai consommé de manière très mécanique parce que j'étais dans les transports en commun, je regardais des chats qui tombaient de la gouttière. Vous parliez de bons moments, Édouard. En tout cas, merci beaucoup parce que nous avons passé un très bon moment à vos côtés. On a appris. Très sympa. Vous avez lu tous les livres qui sont derrière vous, non ? Presque. Presque. Merci beaucoup, Édouard. Merci à vous. C'était en tout cas. très intéressant. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode à la une avec un nouveau journaliste qui nous délivrera ses conseils pour faire la une des médias. C'était À la une, le podcast qui vous fait décrocher la une des médias avec l'agence Prestance.